Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Nous allons parler de l'aventure de Polo le Photon. Vous l'aurez compris, nous allons parler de lumière. La lumière, cette chose si magnifique qui fait que l'on peut voir, qui permet à la lumière de faire croître les arbres, etc., est une chose très mal comprise par les complotistes de toutes sortes. Aussi, nous allons différencier deux types de lumière. La lumière classique, que l'on peut voir avec le soleil, les ampoules classiques, etc., qui éclairent à 360 degrés, et les lasers. Le fonctionnement n'est pas le même, et le résultat n'est pas le même. Donc, Polo. Polo est un photon. Le photon est la matière qui permet à la lumière d'exister. Sans photon, pas de lumière. Que ce soit pour les lasers, ou pour la lumière lambda classique. Donc, Polo, c'est un peu notre chef ultime. Sans lumière, nous ne serions pas là. Alors, suivons les aventures de Polo. Polo part du soleil. Il se trimballe pendant une très longue distance, tout droit. Il va tout droit dans l'espace, jusqu'à la Terre. Et à la Terre, il rencontre l'atmosphère. Et c'est là que commencent ses ennuis. L'atmosphère, déjà, va commencer à le dévier, parce qu'il y a un changement de milieu. Dans le vide, il n'y a rien pour l'intercepter. Enfin, il y a tellement peu de choses que Polo va peut-être voir un ou deux de ses camarades se faire embarquer. Sans compter tous ceux qui vont se barrer à droite à gauche, totalement anarchiquement. Parce que oui, le soleil éclaire à 360 degrés. Dans l'atmosphère, il va se retrouver légèrement dévié, le Polo. C'est pas méchant, mais il va se retrouver dévié légèrement. Maintenant, si le Polo y rencontre un prisme, c'est pas la même. Là, il va se retrouver fortement dévié, voire même divisé. Certains auront sûrement déjà joué avec un prisme. Un prisme va diviser la lumière dans ses différents spectres lumineux visibles. Parce que oui, la lumière n'est pas que du spectre visible. J'en parlerai dans les lasers. Une fois que Polo est dans l'atmosphère, il se retrouve devant une certaine complexité atmosphérique. Parce que oui, l'air n'est pas homogène. Il y a des plaques froides, des plaques chaudes, et tout ça va le faire bouger dans sa trajectoire, le Polo. Il va pas rester tout droit. Et c'est comme ça que, par exemple, le Polo, il va se retrouver à rebondir sur une plaque chaude en plein été sur une route. Vous avez déjà remarqué que sur les routes, on a parfois une plaque blanche mouvante qui donne l'impression que la route est mouillée. On appelle ça un mirage. Ça, c'est tout simplement parce que sur la route, il y a une couche d'air chaud qui va faire rebondir une partie de la lumière vers vos yeux. Pas uniquement vers vos yeux, évidemment, mais une partie de cette lumière rebondie va aller vers vous. Et cette lumière rebondie ne sera pas la mer ou je ne sais quoi qui sera quelques milliers de kilomètres pour certains, mais bien le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, vous verrez le ciel en regardant en bas. Ça s'appelle un mirage. La lumière a juste rebondi sur une plaque d'air chaud. Nous avons un cas similaire, mais cette fois en sens inverse. Vous êtes sous la plaque chaude. Vous regardez en l'air. Et vous voyez quoi en l'air ? Allez, si vous êtes à côté de la mer, on va dire une île que vous ne devriez pas voir. Si vous êtes en plein milieu de la Terre, je veux dire le pic du Canigou depuis Marseille, etc., etc. Des objets que vous ne devriez pas voir parce qu'ils sont hors de portée, mais que vous voyez parce qu'il y a une condition météo particulière, ça s'appelle un mirage. Et ça, c'est tout simplement parce que la lumière, notre ami Polo, a rebondi sur une plaque d'air chaud, avec l'angle idéal pour pouvoir voir l'objet en question. Et quand je dis qu'il a rebondi, c'est qu'il est d'abord allé voir l'objet en question, qu'il a tapé sur l'objet en question, a rebondi vers cette plaque d'air chaud, et est revenu vers vos yeux. Car oui, un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos yeux ne sont que des récepteurs. Nous ne faisons que voir la lumière. C'est-à-dire que la lumière, pour qu'on voit, par exemple, un mur, une horloge ou je ne sais quoi, il faut que la lumière ait d'abord tapé cet objet, et rebondit vers vous. Un exemple très simple, pour ceux qui pensent que leurs yeux ne sont pas que des récepteurs, allez dans un endroit totalement noir, genre une cave ou autre, où il n'y a strictement aucune ouverture, une grotte, si vous avez, et coupez vos lumières. Toutes vos lumières. Oui, c'est un peu ce que verront vos yeux, ce silence. Rien du tout. Parce qu'il n'y aura strictement aucun photon qui pourra aller taper contre un mur ou un autre pour revenir vers vous. C'est beau le silence, mais croyez-moi que dans une grotte, si vous n'y voyez rien, ce ne sera pas vraiment aussi beau. Ce sera même stressant. Donc ça, c'est le fonctionnement de la lumière normale. La lumière normale peut rebondir sur des nappes d'air chaud ou d'air froid, selon l'angle où vous vous trouvez, etc. Mais la lumière peut aussi être fléchie. Elle peut être fléchie, c'est un fait, les scientifiques l'utilisent et l'étudient, ce n'est pas un mystère. Seulement pour fléchir de la lumière, il faut des conditions très particulières. La lumière peut être fléchie par la gravité, ce qui explique notamment que la lumière, l'angle de lumière que l'on observe au pôle nord ou au pôle sud n'est pas le même que l'angle que l'on devrait observer normalement. La gravité terrestre, avec toute la distance que le photon que notre ami Polo aura dû traverser, aura légèrement été infléchi vers la Terre.
Alors, quand je dis légèrement, c'est vraiment très légèrement. La gravité de la Terre n'est vraiment pas au point. Mais l'objet parfait pour vous prouver que c'est possible, les trous noirs. Les trous noirs ont une gravité suffisante pour empêcher toute lumière d'échapper à son champ gravitationnel. En clair, tout ce qui rentre dans un trou noir, y reste. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais bon, ça on va pas rentrer dans le sujet. Pour faire infléchir la lumière, il y a également les champs magnétiques. Les champs magnétiques ont, par exemple, la capacité de faire dévier légèrement à droite ou à gauche la lumière. C'est un peu exactement le même principe que ce que vous avez sur les tubes cathodiques. Le photon est dirigeable par magnétisme et par gravité. Cependant, ça demande des forces extrêmement importantes et ça ne se trouve pas n'importe comment. C'est pour ça que toute lumière est soumise à des corrections quand on fait des calculs de longue distance. Maintenant, nous allons parler du laser. Le laser, c'est la même chose que la lumière. Sauf que le laser a en plus de la lumière classique une cohésion spécifique. Il faut comprendre par là que le laser est une lumière dirigée. Certains vont dire que les lasers sont tout le temps visibles. Ça, c'est faux. Le laser n'est pas tout le temps visible. Il existe des lasers qui ne sont pas visibles. C'est notamment le cas des lasers de sécurité qui sont en infrarouge. Nos yeux sont incapables de comprendre et de lire l'infrarouge que l'on a autour de nous. Cependant, certains animaux peuvent le faire. Les lasers sont une onde lumineuse à une fréquence précise. Si je devais imaginer la chose, c'est comme si Polo était allé à l'armée de terre, qu'on lui avait martelé le crâne pour lui dire « Voilà, maintenant toi t'es ça et tu vas dans cette direction, tu ne t'arrêtes pas », il le fera. C'est ça un laser. Dans la pratique, c'est une onde lumineuse d'une fréquence donnée, et uniquement de cette fréquence-là, qui est envoyée et propulsée dans un sens donné, sans aucune autre direction à prendre. C'est ce qui fait que le laser va se disperser extrêmement peu dans le temps et la durée. Par contre, comme toute autre lumière, dès qu'il va rencontrer un obstacle ou un changement de milieu, comme un prisme, un changement de température ou une gravité diverse, il pourrait être dévié. C'est de la lumière, faut pas l'oublier. Si vous voulez aider votre ami Polo, il vous fera bien comprendre que la lumière n'est pas si simple, c'est encore un sujet en cours d'étude. Elle a d'ailleurs des comportements assez spécifiques. Dans le corps scientifique, on se bat encore actuellement pour savoir si c'est une onde ou un corpuscule. La différence, c'est que le corpuscule va aller tout droit et quand il va taper quelque chose, il va s'arrêter. L'onde, elle, peut traverser certains éléments. Certaines expériences montrent que la lumière a un comportement d'onde, d'autres expériences, un comportement de corpuscule. Ça peut prêter à confusion, ça peut prêter à sourire, mais la lumière n'est pas encore intégralement comprise par le corps scientifique. Cependant, cette spécificité-là de la lumière, elle est utilisée. On s'en sert actuellement dans le corps scientifique. Elle n'est pas anodine et elle nous permet d'avancer dans la médecine, entre autres. Le laser, par exemple, on s'en sert maintenant pour réparer les yeux. Pour ceux qui ont les couilles d'avoir le courage d'avoir un laser s'approcher de leurs yeux et être manipulé par un médecin qu'ils ne connaissent pas forcément. Non, c'est pas forcément simple, le laser dans les yeux. Vous noterez d'ailleurs que les lasers de main, de poche, etc., il est bien clairement indiqué qu'il ne faut pas le pointer vers les yeux de quelqu'un. Même si c'est un laser de faible puissance. Tout simplement parce que le laser, même s'il est faible en puissance, c'est une lumière concentrée. C'est une lumière dirigée qui fait que même à faible puissance, elle reste puissante. Beaucoup plus que si on avait une lampe que l'on tenait à bout de bras. La lumière a des particularités dont on se sert dans tous les domaines. Par exemple, les géomètres vont se servir de laser pour mesurer la distance entre deux points. Un gars va voir sur un trépied son émetteur laser, un autre, à une distance inconnue, va voir un réflecteur. Le gars avec le trépied va envoyer une onde laser qui va aller taper sur le réflecteur et revenir. Le temps de trajet donnera une distance, il suffira de diviser cette distance par 2, et l'on obtiendra la distance entre le trépied et le réflecteur. Et nous aurons donc la distance que l'on voulait mesurer. C'est le principe des mètres laser. La lumière, on peut également s'en servir pour regarder l'espace, y compris des choses que l'on ne peut pas voir. Par exemple, il existe certains phénomènes comme les lentilles gravitationnelles qui permettent de localiser certains trous noirs. Par exemple, il est possible de voir un endroit noir au centre d'une forme lumineuse déformée. Ça indique qu'à cet endroit-là, il y a un trou noir. On ne voit pas le trou noir, on voit une forme noire comme le reste de l'espace. Cependant, la déformation lumineuse qui en découle, etc., permet de déterminer qu'il y a à cet endroit-là quelque chose sur le trajet qui a déformé la lumière et créer ces artefacts lumineux. Tout simplement. La lumière est un outil fabuleux. Encore faut-il le comprendre. Si vous voulez briller en société, apprenez à connaître Polo. Moi je vais boire un verre avec lui, c'est Terak. Je vous laisse. Tchuss!